Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous intéresserons à la taxe foncière et nous nous demanderons quelle hausse à venir de la taxe foncière pour 2022. Une question que nous poserons dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine à Pierre Othus, le directeur général de l'UNPI. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine et nous resterons dans la thématique immobilière, même si nous parlerons de pierre-papier. Nous nous demanderons ensemble comment se porte le marché des SCPI et plus largement comment se porte le marché de la pierre-papier. Nous aurons le plaisir pour cela de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jonathan Diver, fondateur de Meilleur SCPI, mais aussi Guy Marty, président fondateur de pierrepapier.fr. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pierre Othus, directeur général de l'UNPI. Bonjour Pierre Othus. Bonjour. UNPI pour Union nationale des propriétaires immobiliers. On va essayer de comprendre avec vous quelle est la hausse de la taxe foncière à venir pour cette année 2022. Une question qui anime beaucoup de propriétaires puisque déjà il y a le sujet inflation, contexte économique global qui peut inquiéter. Et puis surtout, du coup, cette inflation implique une revalorisation, alors je vais vous laisser nous expliquer ça plus en détail, mais une revalorisation de la base de calcul de la taxe foncière, là où ensuite c'est à charge aux collectivités, aux métropoles ou autres de venir décider si oui ou non il va y avoir une hausse. Et il apparaît que globalement on est sur des hausses de taxes foncières à venir pour 2022. Oui, tout à fait. Alors nous, on a tiré la sonnette d'alarme il y a plusieurs années maintenant, parce que dès le début de l'annonce de la réforme de la taxe d'habitation, on avait une angoisse, un doute du report des finances publiques de la taxe d'habitation sur la taxe foncière. On nous a expliqué que non, que c'était compensé, etc. Puis bon, force est de constater que même le Conseil constitutionnel a fait une note au gouvernement qui va devoir corriger sa réforme. D'accord. Eh bien, il y a un déport. Par ailleurs, il y a les collectivités locales qui anticipent aussi des pertes de recettes en créant des taxes annexes et en augmentant leurs taux. Alors jusqu'ici, en plus, il y a eu les élections municipales en 2020, les taux, la hausse baissait un peu, mais on était toujours sur une petite hausse. Et puis, là, ça repartirait. Il y a deux effets. On dit il y a l'effet base, ce dont vous parliez, l'effet des valeurs locatives, et puis l'effet taux qui est voté par les collectivités territoriales. On a un peu les deux qui se renvoient la balle en disant c'est lui, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est le gouvernement. Bon. Donc l'effet base, c'est une revalorisation des valeurs locatives cadastrales. Donc ça c'est le terme un peu effectivement complexe, mais ça veut dire que pour tout le monde, partout sur le territoire français, il va y avoir une hausse de la taxe foncière d'environ 3,4%, c'est ça ? Exactement, on est à 3,4%, ça correspond à l'IPCH, donc c'est l'indice des prix à la consommation harmonisé. D'accord. Et en fait, le chiffre qui a été retenu, mais qui est défini par le Code général des impôts, il est plus de 2,5 fois supérieur à l'inflation réelle. On est sur une inflation à 1,6 ou 1,8, je crois, et l'IPCH, la revalorisation des bases a été admise pour 3,4%. Ça, c'est simplement sur la valeur locative et la base. Et derrière, les collectivités pourraient d'ailleurs tout à fait décider, certaines petites communes l'ont fait d'ailleurs, des taux à la baisse pour compenser cette revalorisation c'est possible, des taux des à la baisse. bases. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, mais oui. Bien sûr, si vous avez un taux que... à 15, vous pouvez passer un taux à 12 pour essayer de compenser, compenser cette hausse, et que certains maires nous ont écrit pour nous dire, regardez, nous on a fait ça pour préserver le pouvoir d'achat des propriétaires de notre commune, etc., etc. Bon, force est de constater que là, ça repart avec un sacré coup d'accélérateur. On a les bases revalorisées, c'est le plus grand chiffre de revalorisation depuis 40 ans. D'accord. Et on a des taux qui commencent à être votés et on fait le relevé parce qu'on n'a pas la compilation qui est faite par Bercy plus tôt au mois d'août sur l'année précédente. Là, on a les taux contemporains qui commencent à nous remonter par nos chambres de propriétaires partout sur le territoire et par les propriétaires, nos adhérents. On a des 15-20% d'augmentation des taux au global. Municipaux, pas global, sur certaines communes. On n'a pas encore pu je veux dire au global, le nouveau taux de taxe, une augmentation de 20%. Du taux. Donc si vous aviez un taux à 20, il augmente de 15%. D'accord. On ne passe pas à un taux de 15% qui s'applique sur la valeur locative, c'est une augmentation du taux de 15%. D'accord. Donc ici et là, dans des villes plutôt métropolitaines comme Tours ou Marseille, on a déjà effectivement les remontées de ça. Et nous, ça nous inquiète tout particulièrement parce qu'on entend ici et là que oui, l'inflation est là, donc les loyers vont augmenter avec l'indice de relèvement des loyers, l'IRL. Sauf que l'IRL, qui est calé, lui, sur une inflation réelle, eh bien, il augmente ne va pas augmenter que les taxes foncières.
foncière. Donc D'accord. au final, nous avons bien un déport d'augmentation minime de loyer. Et dans tous les territoires, vous ne pouvez pas forcément l'appliquer. Enfin, les propriétaires ne l'appliquent pas, que vous soyez dans l'encadrement des loyers d'ailleurs, ou dans des communes où les loyers au global n'augmentent pas, l'offre et la demande ne vous permet pas d'augmenter votre loyer. Eh bien, vous allez quand même payer votre taxe foncière et donc financer et participer à la collectivité publique. Les propriétaires en sont très ravis, sauf qu'à un moment, ils nous disent stop, ça ne fonctionne plus, on a besoin de modération. Mais alors, ça s'explique comment ces hausses à venir et cette hausse généralisée? Alors après, effectivement, les niveaux de hausse ne sont pas toujours les mêmes. C'est selon vous vraiment parce qu'il y a une suppression de cette taxe d'habitation? Puisque du coup, le gouvernement a dit quand même on compensera à l'euro près. Donc il n'y a pas de baisse de chiffre d'affaires, ou je ne sais pas si on peut dire ça dans la collectivité publique, mais il n'y a pas de baisse de revenus finalement des municipalités. Et pour autant, il y a une taxe foncière qui augmente. Il y a 3 choses. Il y a cette fameuse réforme de la taxe d'habitation. Certaines communes n'ont pas augmenté, n'ont pas anticipé ces hausses, etc. Mais il y a une angoisse au niveau des collectivités territoriales et je pense qu'il faut l'entendre. Dans les faits, même le Conseil constitutionnel s'y met, dit attention, il y a un fort risque où il y a déjà un début de déport des ex-recettes taxe d'habitation, même compensées à l'euro près. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais mécaniquement, ce n'est pas exactement ça non plus. D'accord, ouais. En gros, le gouvernement, l'État a dit on compense aux collectivités, on veut bien les croire, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le premier facteur d'inquiétude. Ensuite, vous avez une trajectoire qui commence à se mettre en place sur une augmentation à nouveau des taux. Donc là, ce n'est pas un déport ou de quoi que ce soit, mais il y a une base, des taux qui augmentent. Et puis, il y a des annonces de réforme de collectivités territoriales, des finances publiques des collectivités territoriales, qui est très inquiétante. On a entendu parler de 10 milliards, comment ça va être financé? Et nous, on dit simplement, faites toutes les réformes que vous souhaitez. Vous organisez la fiscalité locale un peu comme vous le souhaitez, mais attention, associez les propriétaires dans les commissions de travail sur ces sujets-là, et ne mettez pas la charge des finances publiques locales pour 60% des Français qui sont les propriétaires. Est-ce qu'on peut, on peut dire aujourd'hui, c'est ce que je lisais en préparant cette émission, que finalement le seul levier qui reste à certaines collectivités ou certaines municipalités pour augmenter leurs revenus, c'était justement cette taxe foncière? Oui, oui, oui. Et puis, j'ai oublié le troisième point tout à l'heure, c'est la réforme des valeurs locatives, donc ces fameuses valeurs bases Bien sûr, locatives oui. qui sont revalorisées tous les ans. Il y a une réforme qui va se mettre petit à petit, comme ça a été fait dans les commerces, dans les valeurs locatives des commerces, des locaux commerciaux. Et donc, là aussi, il y a une inquiétude forte sur, avec la rénovation énergétique, est-ce que si j'ai un logement performant, je ne vais pas me faire bastonner aussi en taxe foncière, ce qui serait quand même un comble, ce qui Bien serait sûr, totalement oui. illogique. Et aussi l'occasion de faire augmenter encore, alors on nous dit que c'est toujours à ISO, à valeur constante, qu'on n'aura pas de recettes supplémentaires sur la taxe foncière. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dizaine d'années, c'était 25 milliards de recettes. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 36 milliards sur la valeur absolue générale de la collecte. Donc, ça augmente. Donc, nous, on tire la sonnette d'alarme. On dit attention, faites toutes les réformes que vous voulez, mais associez les propriétaires et surtout préservez leur pouvoir d'achat. Parce qu'il y a les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs qui ont des problématiques différentes, mais qui ont des problématiques liées notamment à leur fiscalité qui les étreint, qui les contraint énormément. La fiscalité immobilière est très forte. Est-ce qu'il n'y a pas quand même besoin effectivement d'une réforme sur ce sujet, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi elle augmente de manière régulière? C'est-à-dire qu'il y a combien de personnes qui peuvent décider d'augmenter la taxe foncière une fois qu'on a revalorisé la base locative cadastrale? Il y a la municipalité, il y a la collectivité il y avait avant toutes les collectivités territoriales, et puis là récemment avec la réforme de la taxe d'habitation, le département a vu ses finances publiques revues et n'intervient plus dans la taxe foncière depuis cette année. C'est-à-dire que chacun peut en plus appliquer son propre taux. Ensuite, chacun applique son propre taux, donc plus le département, mais vous avez la commune, la communauté de communes, l'intercommunalité, le syndicat de communes ou la métropole. Ça dépend comment c'est organisé au niveau local. Donc il n'y a plus que 2 intervenants, a priori, qui travaillent là-dessus, qui peuvent mieux se coordonner. On a des collectivités locales qui, par exemple, en activant le taux métropolitain, donc qui n'existait pas précédemment avant qu'elle se constitue en métropole ou en intercommunalité, eh bien, toutes les communes de cette interco, de cette métropole, se sont dit « je vais baisser mon taux communal en compensation, comme je transfère les compétences, il n'y a pas de raison que je continue d'encaisser ». Sauf que ça, c'est vraiment les communes très vertueuses. On peut citer Reims, par exemple, mais il y en a d'autres. Mais il y a d'autres communes, je ne les citerai pas pour pas trop stigmatiser, où on mais a oublié de baisser le taux de l'autre côté. Absolument pas baisser le taux, qui ont activé le taux métropolitain. Et c'est ça qui a fait la flambée des 15 dernières années. Et aujourd'hui, on repart sur une nouvelle flambée. Donc, je vous disais tout à l'heure, on est sur un plateau. Et là, on est en train de repartir sur une pente très forte. Et on l'avait annoncé, on s'en réjouit pas du tout. Et on va faire en sorte, nous, d'alerter, de continuer d'informer les propriétaires, les copropriétaires,
propriétaires, occupants, bailleurs et les élus locaux de l'impact de ce qu'ils votent. Parce que parfois, ils ne voient pas systématiquement l'incidence que ça a en disant j'augmente un petit peu la taxe foncière, après tout, c'est les propriétaires, ils ont de l'argent, etc. Non, ça peut détruire de l'offre locative, ça peut limiter la capacité à entretenir des logements, etc. etc. Et in fine, c'est l'occupant, qu'il soit propriétaire ou locataire, qui est pénalisé. Un mot sur l'inflation. Alors, vous en avez déjà parlé, mais je propose qu'on creuse un petit peu le sujet. Donc, en fait, un des arguments, c'est potentiellement de dire, vu que les prix augmentent de manière générale, il est normal que les taxes augmentent également pour pouvoir compenser. Simplement, ce que vous dites, c'est que le niveau d'inflation appliqué à l'immobilier, pour le coup, ne suit pas le même rythme que le niveau des taxes ou que d'autres types d'augmentation de prix. Tout à fait. Alors, ce sont des taux qu'on applique, donc des pourcentages. Donc, moi, à la rigueur, qu'on ne fasse pas augmenter la valeur des biens taxables, le prix augmente très bien, mais les taux s'appliquent sur des valeurs locatives qui sont revalorisées, donc comme on l'a dit tout à l'heure, bien loin de l'inflation. Mais ça s'applique à tout le monde. C'est-à-dire que vous possédiez quelque chose à Paris où effectivement les prix ont augmenté oui, donc récemment. C'est pas en lien avec le marché immobilier ou à Nevers, local, ou à Charleville-Mézières, vous voyez quand même votre base revalorisée. Ce qui fait qu'on a vu, nous, à l'UNPI, on a vu que dans des territoires plus ruraux, dans des villes moyennes, ou même dans certaines villes de bonne taille, un prix de l'immobilier qui a stagné, voire parfois baissé, mais des impôts qui ont explosé. Ce qui fait que parfois, dans certains endroits, vous avez l'équivalent de taxe foncière d'un mois, un mois et demi de loyer, ce qui est assez correct dans les villes les plus vertueuses, on va dire. Et puis dans d'autres communes, que ce soit 3-4 mois de loyer ou d'échéance de prêt qui correspondent à votre taxe foncière. Finalement, elle, quand elle doit utiliser ses revenus pour faire réaliser des dépenses, pour le coup, subit une inflation qui est plus élevée que cette situation de l'immobilier dans sa commune. C'est vrai, mais la taxe foncière est un impôt sur le patrimoine, sur le dur, sur le brick and mortar. Bien sûr. La taxe d'habitation avait cette vertu qui était plus d'être orientée sur le fonctionnement, sur les équipements publics, sur les services de transport, piscine, etc., etc. Et c'est vrai que nous, on n'avait pas très bien compris, on avait compris que c'était une forte valeur de pouvoir d'achat, et d'ailleurs, il faut reconnaître ça au gouvernement. C'est vrai que les Français ont quand même vu une taxe supprimée. On peut toujours s'en réjouir, même si la taxe d'habitation n'a pas été supprimée pour tout le monde tout de suite, ni dans tous les cas, notamment les résidences secondaires. Mais on a vu quand même cet impôt local qui était compris par les Français se déporter petit à petit, il continue de le faire un petit peu, vers une taxe foncière. Et là, on comprend moins bien, parce que ce n'est pas la collectivité commune, l'ensemble des concitoyens d'une ville ou d'un territoire qui contribuent à leur juste mesure aux finances publiques locales. Donc tout déporté sur la taxe foncière, avec une réforme qui va venir sur la suppression d'un impôt de production, si je comprends bien, je ne sais pas encore les contours exacts, mais qui va devoir demander aux collectivités locales 10 milliards d'efforts. Je ne sais pas comment ça va être financé, compensé. Il va y avoir des choix budgétaires qui vont être faits. On peut les entendre, on peut les écouter, mais attention de ne pas faire tout reposer sur les épaules des propriétaires, notamment les bailleurs, qui supportent déjà beaucoup de taxes et de règlements. Merci beaucoup Pierre Othieu. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'UNPI, Union nationale des propriétaires immobiliers. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous concentrer sur le marché des SCPI, mais aussi de manière plus globale sur le marché de la pierre-papier. On va se demander comment ce marché se portait sur l'année 2021 et quelles sont les perspectives sur cette année 2022 dans un contexte économique d'inflation et d'incertitude potentiellement sur un certain nombre d'investissements. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com. Bonjour Jonathan Diver. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons le plaisir de recevoir également Guy Marty, président fondateur de pierrepapier.fr. Bonjour Guy Marty. Bonjour Nicolas. Bienvenue à vous également donc, sur le plateau de Smart Patrimoine. On va peut-être commencer avec vous, Jonathan Diver. Vous avez publié une étude statistique il y a un mois maintenant, peut-être un petit peu plus, sur le marché de la pierre-papier et des SCPI. On va commencer par la pierre-papier au global. Donc la pierre-papier, c'est SCPI, mais également au PCI, SCI. Une année 2021 qui globalement repart à la hausse avec tous les chiffres qu'on a maintenant par rapport à l'année 2020. Oui, alors on aime bien faire ce travail-là au sein de Meilleur SCPI et puis de Rock & Data, c'est faire en sorte finalement
de donner un éclairage de notre industrie immobilière parce qu'elle est importante. Elle est importante pour tous ces millions d'épargnants qui ont investi en pierre papier. Bien sûr. Donc la pierre papier, c'est des SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, des OPCI, des unités de compte immobilière. Donc c'est les SCI qu'on peut mettre dans les contrats, d'assurance vie, notamment. d'assurance vie. Et puis aussi, on met aussi les foncières cotées parce qu'on considère que les foncières cotées ont aussi un rôle, de pierre papier pour les épargnants. Aujourd'hui, c'est 164 milliards d'euros de capitalisation au 31 décembre 2021. Qui est représenté par 177 fonds. Donc vous faites le calcul, c'est à peu près 926 millions d'euros de capitalisation par fonds. C'est un fonds, c'est des tailles qui sont significatives. Bien sûr, oui. Et on a un marché qui a finalement très bien performé en 2021, que ce soit en termes de collecte. Quand on regarde la collecte de tous ces fonds immobiliers, c'est 10 milliards d'euros de collecte. 10 milliards, donc c'est donc sur l'année 2021, 10 milliards d'euros qui sont allés sur des fonds immobiliers ou sur des SCPI ou des OPCI. Exactement, c'est 10 milliards qui ont été collectés, 7 milliards sur les SCPI, 3 milliards pour les unités de compte immobilières, donc c'est les SCI qui sont dans les contrats d'assurance vie. Alors ce chiffre, il est colossal sur la partie unité de compte immobilière parce qu'on voit bien que finalement, il y a de plus en plus d'attrait pour de l'assurance vie pierre-papier. D'accord. Et quelque chose qui était moins développé avant, d'ailleurs qui n'était pas forcément permis, qui a été permise avec la loi Pacte et qui du coup se développe rapidement, c'est ce que vous constatez? Alors oui, aujourd'hui, on a vraiment un essor très rapide finalement parce que quelque part, bénéficier de l'enveloppe de l'assurance vie et d'un fonds immobilier qui est un fonds immobilier multi-produit, dans son unité de compte immobilière, ça va permettre finalement à un épargnant d'avoir une certaine lisibilité sur son rendement et une régularité. Et c'est vrai que pour l'assureur vie, c'est plus facile à gérer que de gérer des parts de SCPI qui détiendraient dans le contrat d'assurance vie. Donc on voit que finalement, il y a un véritable intérêt. On voit en termes de collecte. Bien sûr. En termes de performance, on a des performances qui sont finalement très honorables. On a un rendement sur les SCPI qui est de 4,45. Si on regarde la moyenne de la pierre papier, c'est 3,69. Donc vous voyez que la performance est tout à fait honorable. On a les marchés financiers qui ont un peu altéré la performance par rapport au SCPI. Mais on voit que finalement l'intérêt est là et l'attrait parce que je pense que les promoteurs de produits, d'unités de compte, de SCPI, d'OPCI, apportent une grande transparence et une grande compréhension aux épargnants. Et les épargnants ont compris que finalement, ça faisait partie quelque part de leur socle d'épargne, et c'est de l'épargne immobilière. Donc on a vu une année 2020 pour le coup avec des foncières cotées qui ont mal vécu ce moment effectivement qui était généralement en recul sur les marchés boursiers avec un marché de l'immobilier qui s'est maintenu mais avec un certain nombre d'incertitudes. Et sur cette année 2021 finalement on a vu, si je reprends les chiffres de rendement que vous avez donnés, que ce marché est reparti au moins aussi bien qu'en 2019 voire à la hausse. Oui, là, il est reparti parce que c'est vrai qu'il y a eu un rebond de l'économie avec l'injection massive de liquidités et puis quelque part ce besoin d'optimisme. Moi, je suis un grand optimiste dans l'âme et on voit que finalement l'optimisme était là d'un point de vue économique. Alors c'est vrai que l'année 2022, on va se poser la question avec la crise ukrainienne, avec les défis finalement environnementaux et climatiques que l'on a. Mais c'est vrai que l'année 2021 a été très bonne d'un point de vue immobilier. Et bien justement, on va parler de 2022. Juste avant, Guy Marty, vous avez constaté vous aussi cette reprise sur l'année 2021 au global. On en avait déjà parlé dans une émission. On n'avait pas tous les chiffres à l'époque. Là maintenant, on les a. On avait dit d'ailleurs que j'aurais dû déposer l'expression de pierre-papier puisque j'en ai fait la croisade depuis des années. Voilà, mais je suis très heureux que Jonathan utilise beaucoup cette expression et ce concept, en fait, parce que c'est exactement ça qu'on avait développé. Alors, moi, cette étude statistique très complète et vraiment intéressante, elle m'inspire deux réflexions. La première, la gestion collective en immobilier est passée dans les mœurs. Ça n'a pas du tout été le cas pendant très longtemps. Il faut savoir que la gestion collective pour les actions en bourse avait mis très longtemps à s'imposer et finalement, elle s'est imposée au tournant des années 80. Et pour l'immobilier, ça a été une très longue aventure. Et aujourd'hui, ça y est, c'est-à-dire que non seulement au niveau des régulateurs depuis 2013, c'est intégré, et ça l'est aussi maintenant dans les métiers du conseil et chez les particuliers. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que la gestion collective, on sait très bien, c'est la diversification, c'est la tranquillité de gestion, c'est une certaine transparence, etc. Et puis, il y a une autre réflexion, c'est que 10 milliards d'euros
donc recensés dans cette étude, et si je comprends bien 2 années de suite. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui travaille. Aussi bien... Et qui investit, globalement. Oui, madame. Mais c'est un secteur d'activité. Mais il y a beaucoup de professionnels. C'est-à-dire dans les banques, dans les compagnies d'assurance, dans le conseil en gestion de patrimoine, même dans certaines agences immobilières, etc. Et ça, c'est une protection qui n'avait jamais existé dans le passé des CPI, simplement parce que on sait très bien que la vie n'est pas forcément long fleuve tranquille. Si demain il y a quelques soucis sur les marchés immobiliers ou sur les CP, etc., les clients seront accompagnés. Alors ça, c'est très intéressant. Justement, on va parler des perspectives. Juste avant, Jonathan Diver, on a parlé du marché de la pierre-papier au global. Guy Marty nous a parlé de diversification. En matière de SCPI, il y a différents types de SCPI, du logement, de l'immobilier, du résidentiel, enfin le résidentiel et le logement, pardon, où c'est la même chose, mais également de logistique. Est-ce que là, vous avez vu des tendances se dessiner sur cette année 2021 ? On a clairement une tendance pan-européenne qui est très forte. Les épargnants finalement investissent de manière pan-européenne pour finalement encore un peu plus éclater son risque, faire en sorte d'être diversifié dans différents pays. On a la logistique qui est très fortement représentée finalement. On a vu tous les besoins logistiques qui émanaient des utilisateurs. Donc portés par ces nouveaux usages Covid. Oui, exactement. Oui, bien sûr. Post-Covid. Il y a Guy qui a envie de nous dire quelque chose. Oui, parce que Jonathan avait dit quelque chose d'intéressant. Quand on parle de diversification, d'élargissement pan-européen, c'est d'autant plus intéressant que l'IEF avait fait une étude montrant que la diversification géographique était beaucoup plus puissante que la diversification sectorielle. D'accord. Et ça, c'est très intéressant. Ça permet ce serait un autre sujet. Mais en tout cas, c'est la tendance qui est prise en 2021. Voilà. Oui, et puis aussi, il y a aussi bien évidemment un effet de taille de marché. Quand vous avez 10 milliards d'euros de collecte et que le marché de l'immobilier d'entreprise en investissement, c'est 30 milliards d'euros de collecte, 30 milliards d'euros d'investissement, vous ne pouvez pas faire en sorte que un actif sur 3 soit acheté par les acteurs de la pierre-papier. Donc, il faut aller diversifier et aller outre. Mais la SCPI, c'est un produit français. Ça veut dire que c'est des entreprises françaises qui vont acheter ensuite des immeubles à l'étranger. On est d'accord ? Exactement. Finalement, c'est un véhicule qui permet d'acheter de manière pan-européenne et même outre-Atlantique des actifs immobiliers, d'avoir une rentabilité. Et en plus, il y a un petit effet fiscal parce que c'est important de le rappeler. Avec les conventions fiscales qu'il y a entre la France et l'étranger, finalement, vous ne payez pas la double imposition et vous avez en plus des prélèvements sociaux vous échappez aux prélèvements sociaux quand vous avez un pays qui est à l'étranger. Guy Marty, ça vous fait sourire. Oui, parce que c'est un moyen de faire payer nos retraites par des entreprises allemandes, des entreprises espagnoles, des entreprises britanniques, etc. Oui, il est temps de le faire. Et effectivement, puis c'est un sujet d'actualité. Alors, il nous reste quelques minutes, on va quand même essayer de parler un petit peu du contexte actuel. On est au 5e mois de cette année 2022, année 2022 où on a des grosses inquiétudes en matière d'inflation. Alors je ne reviens pas sur les origines de celles-ci qui sont multiples et qui peuvent remettre en cause effectivement des investissements ou en tout cas un pouvoir d'achat. Guy Marty, comment est-ce que vous voyez cette année 2022 en matière d'investissement immobilier et donc de pierre-papier? Est-ce que ça va être une année plus compliquée, que ce soit pour la collecte ou pour le rendement? Alors, à mon sens, 2022 ne va pas forcément se passer grand-chose. Je n'ai pas dit qu'il ne se passerait rien. D'accord. Mais il faut savoir que l'immobilier se déroule lentement. Et en plus, les SCPI étant diversifiés, faisant des travaux, faisant des réserves, etc., ça se déroule encore plus lentement. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, les marchés financiers prennent le choc. Bon, avec de l'inflation, des taux d'intérêt qui montent, des entreprises qui peuvent être en difficulté sur certaines questions d'approvisionnement. Mmh. Dans un contexte, comme faisait bien d'insister Jonathan, où on s'occupe beaucoup de développement durable, de consommation énergétique, etc., il n'est pas possible que, tôt ou tard, le marché ne prenne pas un certain choc. D'accord. Ouais. Simplement. Il faut s'y attendre aussi sur le marché immobilier. Il faut s'y attendre aussi, bien sûr. Si vous voulez, il n'y a aucun placement qui est fait sur la Lune. Ils sont faits vraiment sur la Terre. Oui, bien sûr.
Simplement, on sait que l'immobilier, et donc les SCPI ou les OPCI ou les foncières, bon, tout ça, c'est des placements long terme. Donc, on sait que ça traversera les périodes de turbulence, mais je crois qu'il faut s'attendre à un peu de turbulence. Et c'est là, à mon avis, que l'accompagnement professionnel particulier sera très important. Moi, j'ai envie de rajouter en plus, si vous voulez, c'est que cette vision, le long terme, pour moi, c'est 40 ans. C'est pas 8 ans comme c'est marqué sur la SCPI. En ayant une vision très long terme, Guy, vous le savez que les performances sur 40 ans de l'immobilier sont finalement très bonnes. Je pense qu'en tout cas, en ayant une vision très long terme, on traverse beaucoup plus les crises. Et il faut voir, par exemple, que pendant la crise des années 2008, post-Lehman, je me souviens que dans mon ancien métier, on vendait des immeubles à des gérants de SCPI dans des conditions qui étaient remarquables pour les SCPI, et que ces acteurs-là, ils vont continuer d'acheter le jour où il y aura une crise et si elle est plus forte que ce qu'on a connu jusqu'alors. Donc on voit bien que finalement, une SCPI, elle est long terme, qu'elle se constitue progressivement finalement un patrimoine. Et il y a un autre élément qui est important aussi, alors ça c'est plus sur l'aspect environnemental. Je pense que quand on détient de l'immobilier en direct, on ne se rend pas compte de l'impact environnemental, du DPE qui va faire que demain, vous allez être obligé de remettre en état. On se rend compte des coûts de plus en plus, mais... Oui, mais il faut une technicité. Il faut s'impliquer dedans. Donc finalement, quand vous confiez votre épargne à un gérant dont c'est le métier, qui va avoir les meilleures pratiques de marché, qui va faire en sorte d'aller plus loin, quelque part, vous dérisquez aussi d'une partie. Et c'est pour ça que je suis assez convaincu de la pierre papier, pour finalement avoir aussi une partie de son épargne qui, sur le long terme, deviendra plus verte que si c'est vous, en tant que particulier, qui le faites. C'est vrai que concrètement, elles sont en avance. Tout ce qui est fonds immobiliers, alors, de façon très intéressante... Et surtout que c'est tout leur business qui repose dessus. Oui, mais c'est partout le cas dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a eu des professionnels convaincus, portant le message, si je puis dire, et comme vous dites, c'est leur cœur de métier. Mais on observe dans le résidentiel, une interdiction de location, que ce soit SCPI ou qu'on soit propriétaire bailleur en direct, le sujet est le même. Il y a un moment, il va falloir continuer à pouvoir louer les biens. Oui, alors, justement, il y a déjà le fait que les SCPI, très souvent, et tous les fonds immobiliers d'ailleurs, achètent soit du nec plus ultra aujourd'hui pour être tranquille pour un certain temps, soit carrément achètent des passoires, si elles sont bien situées, s'il y a vraiment un bon potentiel, pour justement faire des travaux et les transformer et avancer. Donc les fonds immobiliers, et les SCPI en particulier, sont en avance sur l'ISR, l'ESG, alors après il y a tous les mots, il y a tout, etc. Mais il y a quand même une notion de basculer vers l'avenir, tout à fait. Et la compétence, pour moi, elle est beaucoup plus en avance quand vous confiez votre argent à un gérant que si vous, en tant que particulier, vous avez à apprendre finalement à améliorer votre actif, à avoir les meilleures pratiques du marché, etc. Et je pense que l'immobilier en direct, il faut en avoir conscience, c'est que ça coûtera très cher pour ceux qui le feront par eux-mêmes. Notamment dans un cas d'investissement. Après, dans un cas de résidence principale, le sujet peut être un petit peu différent. Ah bah oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jonathan Diver. Je rappelle que vous êtes fondateur de meilleurscpi.com. Merci Guy Martier, également président fondateur de pierrepapier.fr et l'inventeur du terme pierre papier en lui-même. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous dès demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.